Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Arthur Bod et je vais essayer pendant quelques dizaines de minutes de vous faire comprendre ce que je fais parce que c'est assez dense et surtout comment j'en suis arrivé à là. Euh, donc en fait, je vais être obligé un peu de littéralement raconter ma vie. Voilà, je m'excuse par avance pour le côté un peu auto-centré, mais ça permettra je trouve que c'est le meilleur moyen de comprendre comment j'en suis arrivé là et un peu les différents univers dans lesquels j'évolue actuellement. Donc petit retour en arrière. En fait, moi, à la base, je viens du milieu du design graphique, un merveilleux milieu. En plus, je dirais du design graphique print, c'est encore pire. Donc c'est assez fabuleux, mais c'est effectivement un milieu qui est plein de règles, et surtout le print qui est assez traditionnaliste, où moi j'étais étudiant là-dedans, et je commençais à avoir plein d'envies que j'arrivais pas forcément à nommer, mais qui ont été tout de suite assez vite douchées par le double discours. Le premier qui est qu'on nous explique qu'on est designer et pas artiste, donc on peut bien aller par la porte là-bas si on a envie de faire des trucs plus artistiques, mais aussi que le print voilà, c'est très traditionnel, ou en tout cas ça l'était. Moi je suis sorti d'études en 2013 pour avoir une idée. C'était très traditionnel et on avait vraiment du mal. Les designers étaient très fermés à des choses un peu folichonnes, type processing et ce genre de choses qui sortent un peu des méthodes classiques. Alors, ce qui est assez dingue, je ne saurais pas comment expliquer cette histoire. En fait, j'étais encore étudiant et j'étais en cours de motion design. Et sans aucun signe avant-coureur, c'est pas une blague, il y a un prof qui me dit toi, tu te fais chier ici. Et qui me pose un bouquin. C'était ce bouquin-là. Il me dit tiens, lis ça, je suis sûr que tu vas bien aimer, quoi. Et j'avais aucune idée de ce qu'était ce machin. J'étais là, Arduino, qu'est-ce que c'est? Et en fait, j'ai compris petit à petit ce que ça pouvait faire, ces choses-là. Je sais pas du tout comment ce prof a eu l'idée de me filer ça. Et là, c'était vraiment le monde de Narnia qui est caché derrière le placard, quoi. Et ma vie a littéralement changé. Et donc, j'étais encore en études de design graphique, hein, je vous précise. Je commençais à complètement partir beaucoup trop loin par rapport aux demandes qu'on me faisait. Et j'avais notamment le projet merveilleux de faire un robot. Donc évidemment, vu que j'étais nul, j'ai mis quelqu'un dedans. Mais il y avait quand même des petites choses qui se passaient avec Arduino, notamment un lecteur CD anti-choc. Et ce robot avait un mécanisme qui permettait de sortir le son par les enceintes, de sortir et rentrer les enceintes manuellement, et avait une super animation de LED dans sa tête. Et, euh, et en fait, on faisait ce projet avec une collègue de promo qui s'appelle Lola Fouilleron, et on cherchait un endroit. Et il y a une amie qui nous dit ouais, mais moi j'ai des potes là, ils ont un petit lieu et tout, c'est cool, vous pouvez aller tourner dans leur pièce, il n'y a pas de souci. Et donc, on se dit cool, on a trouvé un lieu pour tourner, et on s'attendait à une salle random dans un immeuble. Et donc, on va là-bas et on découvre ce truc-là. Je ne sais pas si les plus rétro d'entre vous ont peut-être des souvenirs de ce nom. C'est la boîte de nuit dans laquelle a été tournée La Boom, notamment, qui était une des seules boîtes de nuit roller disco de France, et qui à l'époque était désaffectée depuis 10 ans, et un collectif l'avait investi et l'avait converti en atelier artistique pluridisciplinaire, quoi. Et donc imaginez, le collectif a fait un boulot de dingue pour réhabiliter le lieu, je vais y arriver, parce que c'était dans un état absolument lamentable, surtout qu'il y avait eu en 2010 une énorme teuf dans ce lieu. Et le premier truc a été de sortir à peu près pour vous donner une idée, je crois qu'ils ont sorti 40 sacs à gravats de bouteilles et de déchets, enfin voilà, que du kiff. Et imaginez de tout réhabiliter sans eau courante et avec très peu d'électricité pour certaines raisons. Et donc nous on se pointe là et on se dit waouh, deuxième moment en Narnia, quoi. C'était assez incroyable et je tombe sur plein de gens qui ont des métiers, ou en tout cas qui essaient d'avoir des métiers complètement différents. Tout, on a, Personne n'a d'argent, tout le monde a des idées. On n'avait pas de pétrole ni de nucléaire, hein, voilà. Et c'est un monde super effervescent. Et finalement, j'intègre ce collectif. Et c'est la première fois qu'on me dit, écoute, on comprend rien à ce que tu fais, mais vas-y, on est super chaud. Et donc j'arrive petit à petit dans la main, et c'est là que je commence vraiment à essayer de bosser des choses qui sont un peu plus artistiques. Et pour vous donner une idée,
À l'époque, on avait fait une vidéo, donc ça commence à dater, là, c'était en 2012, qui donnait un peu l'ambiance du lieu. Alors je vous la mets pas en entier, je vais vous faire des petits extraits choisis. Quand on a le moule, ici on peut voir comment est-ce que c'est fait, et donc en sortant du moule, il y a ça en fait. On peut vraiment reconnaître, ça vient du même endroit. Donc ça permet d'être posé sur la peau. Et là, il faut aussi que tu me dises, ah ouais c'est bien ou c'est pas bien. Non, détache pas. J'essaye encore. Ah mais en fait je passe trop sur les... Bref, voilà un peu l'idée dans le truc dans lequel je débarque. Alors c'est marrant parce que dans la vidéo, vous avez peut-être reconnu, on voit Regina Demina, qui maintenant a percé non seulement dans le milieu de l'accord, mais dans le milieu de l'art contemporain aussi. Et personne ne la connaissait à l'époque. Vous voyez aussi faire du hula hoop. Il y a Lila Chupa Hoops qui maintenant fait des shows dans à peu près tous les plus gros concerts d'Europe. Donc comme quoi, ça a vraiment servi ce lieu-là. Et bref, moi j'arrive tout naïf là-dedans. Oula, j'ai toujours pas d'argent, mais le collectif fait plein de récup. Et comment le collectif arrivait à vivre? Tout simplement en faisant des sortes de spectacles. Alors c'était un peu amateur parfois, mais ça nous permettait de faire émerger les talents de tout le monde. Vous avez vu qu'il y a des métiers très très différents, donc en fait tout le monde bossait pour le même spectacle. Chacun mettait son talent expérimenté sans limite. Et on nous a dit, bah écoutez, vous avez l'air complètement farfelus les deux là. Faites-nous un truc pour le spectacle, il y avait un thème sur le fluo, etc. Et essayez d'ajouter quelque chose à la scéno. Alors là, je sais plus pourquoi, mais j'avais déjà une sorte de passion pour les tubes. Vous allez voir, c'est une passion qui va être entretenue plus tard. Et je me dis, ouais, en fait, on va écrire un texte en balançant de l'eau dedans, et puis on va balancer un liquide fluorescent. Et ça va nous permettre de faire une animation manuelle. Et donc, ça ressemblait à ça. Alors c'est des pompes de pellicules de cinéma qui avaient été récupérées pour rincer les péloches à l'époque. Donc première expérience très cheap mais complètement avec les moyens du bord. Ne faites jamais ça en fait, la fluorescéine contamine toute l'eau et c'est l'enfer, vous pouvez jamais rincer le circuit, bon bref. Mais c'était très rigolo en tout cas à expérimenter. Et troisième explosion, je rencontre une personne dans un sous-marin, mais c'est une longue histoire, c'était pas vraiment un sous-marin, mais c'était une métaphore de sous-marin, mais bon, je peux en parler plus tard. Et cette personne me dit moi j'ai un groupe, il s'appelle Plusieurs Requins Lance-Flammes. Et non seulement il s'appelle comme ça, mais quand je suis en live, vu qu'on n'est pas plusieurs, je suis seul, je porte une armature pour que les gens pensent que je suis plusieurs. Et les gens sont tellement bourrés que tout le monde croit qu'on est plusieurs.
Et il me racontait, à l'époque, les gens lui demandaient vraiment, mais où sont les deux autres? Alors que c'était vraiment ridicule quand il y avait une barre avec 2 mannequins. Voilà, c'était assez rigolo. Et moi, j'ai toujours aimé la vidéo. Et à cette personne, je lui ai dit, bah, moi, j'aimerais vraiment qu'on fasse des trucs ensemble et j'aimerais vraiment faire de la vidéo sur ce que tu fais. Et ça tombe bien parce qu'en fait, à l'époque, je passais mon diplôme. Et je commence à entendre rapidement de parler effectivement de projection mapping, de vidéo mapping, dont on a parlé tout à l'heure. Et l'idée me plaît bien. Et je me dis, bon, je vais construire un bateau, toujours sans argent évidemment. Et je réussis à récupérer plein de tubes et à me dire, donc sur la main jaune, il y avait une scène. Et je me dis, bah, je vais faire un bateau, mon écran sera un bateau et le groupe va jouer dedans. C'est le concept, plusieurs requins lance-flammes arrivent dans un bateau pour conquérir la Terre. Donc finalement, ça ressemble à ça. Et ça me permet de faire plein d'expériences. Donc c'était mon projet de diplôme du coup. Plein d'expériences autour du projection mapping et de commencer à avoir des petites intuitions sur qu'est-ce qui se passe si on projette sur de la fumée. Je reviendrai un peu en détail là-dessus plus tard. Pour vous donner une idée, ça ressemblait... Ah oui, alors ça c'est parce que la vidéo est privée, bougez pas. Alors vous allez voir, c'était très naïf, parce que je découvrais vraiment le milieu. Mais c'était très rigolo. Et donc, ce qui est intéressant dans ce groupe, c'est qu'il y avait un côté très, comme vous avez pu écouter, techno, mais aussi un côté beaucoup plus XP, qui me permettait de tester aussi ce genre de visuel. Je vous mets juste un petit extrait. Ouais, j'ai tout fait en 3 semaines. C'était un peu sport. Voilà un peu l'idée. Et donc, ça me permet vraiment effectivement d'expérimenter, d'avoir des premières expériences très très libres dans la vidéo. Et évidemment, entre-temps, je me fais aussi un masque de requin, parce que cette fois, on était vraiment plusieurs. Mais du coup, c'était un masque de requin robot, parce que j'ai une véritable passion pour les robots. Donc, ça ne pouvait pas être un requin normal, évidemment. Et donc, finalement... après avoir fait le vraiment joujou avec tout ça, cette intuition que j'avais eu de projeter de la vidéo dans de la fumée, et du coup de bloquer la fumée pour que ça trace pas tous les rayons ou de faire une sorte de grosse cache de fumée, je continue au sein de la main à continuer d'explorer ce principe, mais toujours de manière très complexe enfin très complexe pour moi, parce qu'on est toujours sur des événements où il n'y a pas d'argent, on a très peu de temps pour les préparer, et du coup on se débrouille. Donc là, je fais des premières expériences assez chouettes avec une cage de 7 mètres de long par 2 de haut, tout en rebais de cellophane en fait, qui me permettait de faire, voilà, avec de la qualité un peu pourrie, je suis désolé, de projeter un peu des formes graphiques là-dedans. Voilà, on voit à peu près ce qui se passe. Et donc, ah ouais, c'était très très cool. Et donc là, on arrive à un premier aspect de mon travail qui va rester plus tard, où on sort vraiment de l'écran. Et effectivement, je passe plusieurs années vraiment à la main, sous terre, puis plus sous terre, enfin bon, il se passe plein de trucs, où j'ai vraiment une boulimie visuelle, je teste tout sans vraiment me poser une question, je fais du mapping, je projette dans de la fumée, dans de l'eau, enfin tout ce qui me passe par la tête et qui ne m'électrocute pas. Et j'en viens à la conclusion que le mapping c'est chouette mais c'est plat. Et moi ça me frustrait énormément dans le sens où j'ai vraiment envie d'apporter une expérience visuelle qui vient nous pénétrer dans tous les sens du terme, c'est-à-dire dans le cœur évidemment, mais aussi où on peut être vraiment au cœur de cette expérience. Et moi j'étais hyper frustré par ce côté hyper plat du mapping. Et je me dis aussi, bah, évidemment, j'ai une pratique du VJing, donc pour celles et ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, donc de la vidéo live.
Mais en fait, je me rends compte rapidement qu'il faut sampler des visuels ou programmer, donc faire ce qu'on appelle du graphisme génératif. On y reviendra plus tard. Et en fait, c'est chiant. Et enfin, surtout, c'est long. Et moi, je suis vraiment très jaloux des musiciens parce que les musiciens peuvent jammer et nous, on peut pas. Dans le sens où tu peux avoir une basse ou un synthé ou ce que tu veux, tu vas dire sol, fa, mi, ré, do, c'est parti. On fait un truc alors que nous, on va essayer d'écouter la musique et dire attends, ton truc c'est un peu triste, donc je vais prendre des gens qui pleurent, mais j'en ai pas, du coup il faut que je les télécharge, enfin bref. Ou alors je vais faire du design génératif, mais du coup j'ai peut-être pas les visuels qui vont, donc je vais coder 250 lignes et puis peut-être je ferai un truc. Et moi c'était hyper frustrant de pas avoir cette immédiateté qu'ont les musiciens. Et enfin, je me dis Arduino c'est rigolo, mais c'est une science obscure. C'est pour ça que je me prénomme éleveur de machines, parce que c'est quelque chose de magnifique l'électronique et le code, mais vous verrez que dans la vie il y a des lois, et Arduino n'y obéit pas en fait. Et entre les bugs de code et de court-circuit, de problèmes de terre, etc. Enfin, j'ai passé tellement de temps à supplier, à bichonner mes petites machines pour qu'elles marchent, plutôt que de les considérer comme des êtres froids et peu sensibles. J'avais vraiment, elles étaient avec moi pour qu'on puisse collaborer ensemble, sinon ça marchait pas du tout, quoi. Et donc en fait, en parallèle de tout ça, alors évidemment, le problème c'est que tout ça est linéaire grâce à la magie de la projection, mais en fait tout ça se passe à peu près en même temps. Évidemment, c'était mignon d'aller faire le zozo dans les souterrains, mais il fallait gagner de l'argent. Et donc j'arrive dans une entreprise qui me dit, je savais pas trop ce qu'ils faisaient, et ils avaient des machines, ça a l'air rigolo. Moi je venais de découvrir Arduino, et ça leur plaît ce que je fais, ils me disent ok super, tu vas être le maker dans l'entreprise. Et je leur dis yes, je vais être le maker dans l'entreprise. Et non, je rentre chez moi et je vais googler c'est quoi maker, parce que je savais pas du tout ce que c'était. Et en fait je découvre une nouvelle communauté hyper chouette, qui en fait va faire de l'électronique interactive, qui va faire ce qu'on appelle la fabrication numérique, donc utiliser des imprimantes 3D, des découpes laser, mais tout ça avec effectivement un côté communautaire hyper important, enfin dans le bon sens évidemment, où la communauté va jouer un vrai rôle, surtout grâce à l'open source, où tout le monde va partager ses plans et évoluer dans la plus grande des joyeusetés. Et j'étais très heureux parce qu'en fait Arduino ça m'intéressait, les machines m'intéressaient, mais on a ce truc très français de se dire je suis pas ingé, donc qu'est-ce que je fais là? Et en fait, les makers, c'est les premières personnes après les amis de la main qui m'ont dit on comprend rien à ce que tu fais, ramène-toi, c'est chouette, nous non plus, on sait pas ce qu'on fait. Et finalement, il y a vraiment plus cette barrière de tu n'es pas à la bonne place et expérimente, fais ce que tu veux. Et donc, à côté de cette boîte, donc je découvre le milieu maker et ça me permet d'expérimenter un peu plus, de manière différente. Et comme vous avez pu le voir, je vais travailler avec la fumée, sauf que la fumée, son principal problème, c'est que, comme vous l'avez vu, il faut l'enfermer. Sinon, vous avez tous été à un concert, je l'espère, dans votre vie. Ça trace les rayons à l'infini, et puis c'est pas du tout intéressant. Qui plus est, la fumée a la bonne idée d'avoir une durée de vie d'environ 15 minutes, donc elle reste dans l'atmosphère, et c'est un vrai enfer si on veut arriver vers l'idée qui me plaisait vraiment, c'est-à-dire d'avoir un univers qui cohabite avec le nôtre sans aucune barrière. Et donc je fais un premier prototype où je me dis, je sais plus comment j'ai eu l'idée encore une fois. Je cherche en fait qu'est-ce qui peut croiser l'air et qui peut vraiment matérialiser un rayon lumineux et disparaître assez rapidement. Donc je cherche dans plein de trucs et je tombe sur les brumisateurs à ultrasons. En fait, vous en avez sûrement déjà vu, c'est notamment un Nature et Découverte qui sert à... C'est ça en fait. C'est ce qui sert à diffuser les huiles essentielles. Alors c'est pas chaud, c'est pas de la brume, c'est pas de la vapeur, pardon. C'est vraiment une petite cellule de céramique qui va vibrer très très fort et tellement rapidement qu'elle va faire des ultrasons et en gros casser la surface de l'eau et créer des micro-gouttes d'eau. Et donc c'est avec ça qu'on fait des brumisateurs, diffuseurs d'huile essentielle. Et là où ça devient très drôle, c'est que si on n'a pas envie de démonter un diffuseur et qu'on veut la pièce brute, la seule manière d'en trouver, c'est dans les magasins de culture indoor. Voilà, donc des personnes qui cultivent des végétaux à l'intérieur. En général, un certain type de végétaux, mais ça, c'est une autre question. Et donc, après ce test concluant, rappelez-vous la passion pour les tuyaux, je me dis, c'était chouette toutes ces collaborations avec la main, mais j'ai vraiment envie de faire un truc qui m'est propre et surtout sur lequel je passe du temps. Et donc, je ne saurais pas vous expliquer comment je l'ai construit, parce qu'en fait, mes machines se construisent toujours un peu d'elles-mêmes. Et petit à petit, j'arrive à ça.
Ça s'appelle le brumascope. Donc comme son nom l'indique, c'est voir la brume, scope, bruma, brume. Et j'arrive à une expérience qui me plaît beaucoup, c'est-à-dire un univers qui cohabite avec le nôtre, et surtout une machine qui est aussi importante que ce qu'elle fait. C'est-à-dire que dans notre époque, on a tendance à, je ne vous raconte pas l'histoire de ça, à de plus en plus verrouiller nos dispositifs électroniques, et ça devient une sorte de magie noire. Moi, j'ai envie que ça reste de la magie, mais que tout le monde puisse s'y initier. Et donc, l'idée, c'est que dans toutes mes machines, on voit tout pour comprendre effectivement quel est le fonctionnement de cette machine-là. Donc, il suffit de regarder un peu et on comprend plus ou moins. Alors, pour vous donner une idée, ça ressemble à ça. Alors, pour la petite information, je suis en train de entièrement la reconstruire pour l'emmener à Nantes cet été. Vu qu'on l'envoie en continu, contrairement à la fumée, en plus de tracer le rayon, elle laisse en permanence apparaître cette texture marbrée qui est absolument merveilleuse. Et là, c'est la téléportation garantie. Voilà à peu près l'idée. Hop. Ah. Et donc, première recherche intéressante dans la vidéo. Donc je résous mon premier problème qui est sortir du mapping. Mais rappelez-vous, il y a le deuxième problème qui est le VJing, c'est rigolo, mais ça prend beaucoup de temps. Pour changer, je ne sais plus comment j'ai trouvé ça. Mais je commence à chercher et à me dire, bon, s'il y a des synthés de musique, il y a peut-être des synthés de vidéo, ça existe. Et je passe des jours et des jours à faire des recherches. Alors je vous rappelle, en fait, on est en 2012-13 à peu près. Et maintenant, on va parler de ça, c'est de la vidéo analogique. Donc maintenant, le glitch analogique, c'est super à la mode. À l'époque, personne n'en avait rien à faire de ces trucs-là. C'était hyper underground. Et donc impossible de tomber là-dessus. Donc je fais des recherches et des recherches et des recherches. Et effectivement, je découvre ce monde du glitch analogique. Donc contrairement au glitch numérique, qui est en fait un bug de code dans l'image, le glitch analogique, c'est des signaux analogiques. Hein, regardez, wow, c'est la même machine, exceptionnelle. Donc je vous rappelle peut-être de ces vieilles connectiques des années 80. On est vraiment sur un signal analogique. Donc en fait, si on vient faire un court-circuit dans le signal, c'est le même principe que le circuit de bending dans le sonore, dans le son. Dès qu'on fait un court-circuit, eh bien, on va venir perturber l'image sans forcément la détruire. Et là, il se passe des trucs intéressants. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est toujours obligé d'avoir une source, une image en source, bien qu'on pourrait même jouer avec juste du bruit vidéo. Mais on peut faire vraiment une infinité de variations à partir de cette source. Et ça, c'est génial. Donc en fait, on retrouve, ici, on n'est pas sur un synthétiseur, on ne crée pas de la vidéo. En fait, c'est un vieux mélangeur vidéo, on voit tous les réglages, hein, lumière, contraste, etc. Donc on peut aller bidouiller avec ça. En général, le signal est tellement pourri que si on y va fort, on a déjà du glitch. Mais en plus, vous remarquerez qu'on a tout un tas de potards et d'interrupteurs qui vont permettre de faire des courts-circuits dans le signal, tout simplement. Alors vous avez vu, maintenant, elles sont toutes belles, les machines. Donc ça, c'est Tachyon Plus. Je ne sais pas s'il y a un logo qui fabrique ces machines-là. C'est un vieux fou qui habite au fin fond de la Floride. Très rigolo. Et à l'époque, il vendait ça sur eBay. Je crois qu'il a un vrai shop maintenant. Et effectivement, sur les vieilles machines, on avait plutôt des switches, hein, donc des interrupteurs qui permettaient de faire on ou off. Et là, je découvre ça, l'explosion numéro 4, je crois. Et c'était très très violent. Ça ressemble à peu près à ça. Oh, by the way, you can call me Poison.
I'll tell you a lie. Don't forget. Alors là, je passe des mois à faire n'importe quoi. C'était génial. Et je me dis quand même, waouh, enfin ça pique un peu les yeux quoi. Et, et donc j'ai quand même mon âme de graphiste qui me rattrape et qui me dit c'est hyper chouette, mais on est quand même vraiment enfermé dans une esthétique et ce serait très intéressant d'aller au-delà et d'essayer en gros de maîtriser le monstre. Et finalement, alors attendez, je crois que c'est encore une vidéo privée. Ouais. Je détaillerai après ces trucs-là. J'arrive à des... En fait, en mixant avec Resolume des images clean et des images glitch, j'arrive à des trucs très très chouettes. Où effectivement, on arrive à contenir le monstre quelque part et on peut arriver à des visuels très différents qui vont évoquer ce glitch analogique sans effectivement s'enfermer dans cet univers qui est extrêmement puissant, dont on a beaucoup de mal à se dégager, malgré qu'il soit merveilleux. Il a quand même cette patte qui est très très forte, quoi. Je reviendrai dans le détail de ce truc-là tout à l'heure. Hop, et du coup, voilà, on arrive à ce genre de choses assez chouettes. Pareil, ça, c'est que des expérimentations que je bidouillais pour rigoler. All the girls get down. All my dogs get up. All the girls get down. Voilà, que du fun. Et donc, en gros, voilà, toutes ces choses-là ont un peu... Ah oui, je vous ai pas... Donc là, c'est une vieille machine modifiée, ce qu'on a beaucoup trouvé. Maintenant, on trouve aussi... Et là, je fais un énorme coucou à Bastien Lavaux, alias Saint-Tony, qui est lyonnais et qui fabrique ces machines. Lui, il les fabrique de A à Z, donc elles sont neuves. Et accrochez-vous à vos bretelles, il fait carrément des modulaires analogiques vidéo. C'est absolument exceptionnel. Si vous voulez gâcher tout votre argent, faites-le, ça vaut le coup. Et donc évidemment, tout ça a tracé un peu les bases de mon univers. Et maintenant, je continue de les exploiter avec une petite sélection de choses que je fais en ce moment. Donc ça, c'est un petit format, parce que voilà, le VJing, ça reste quelque chose que je fais vraiment à côté. J'aimerais le porter plus, mais en fait, comme vous l'avez vu, je pars dans beaucoup de directions, et je détaillerai plus tard, mais c'est extrêmement difficile de porter toutes ces directions-là. Déjà que c'est difficile de porter une carrière artistique, alors quand on en a 12, c'est encore pire. Et donc bref, il y a plein de choses qui restent de l'ordre de la passion, plus. Et je suis très heureux de faire ces formats qui sont des mix vidéo. En fait, je fais une sélection sonore que je mixe vaguement parce que je suis nul. Et ensuite, je mets de la vidéo par-dessus. Et je fais ça pour le Sonnelier, qui est une création de Yacine Souda, qui est parmi nous aujourd'hui. J'en suis au 3e, donc pour vous donner une idée, ça ressemble un peu à ça. Je vais vous passer 2-3 passages. Eh mon petit. Je crois qu'il n'est pas d'accord. Ok. Bon, la vidéo, en fait, quand les vidéos sont un peu grosses, il panique un peu. Bref, c'est pas grave, je vous montrerai ça peut-être plus tard. Et donc voilà, ce sont des mix entre 40 minutes et 1 heure qui ont à chaque fois un thème audio et vidéo et qui sont faits en live, du coup en VJing, avec vraiment un mélange de samples, de glitch, de plein de choses qui constituent un peu mon univers actuellement. Donc, dans mon travail artistique principal, qui consiste à construire des machines qui nous déroutent un peu dans la vie, la continuité, en fait, j'ai vraiment envie de faire peut-être encore quelques machines sur ce thème de la brume que vous avez fait, parce que je pense que c'est un univers tellement intéressant que j'ai vraiment envie de continuer à l'exploiter. Mon deuxième bébé s'appelle Chlorotrope. Ah, c'était long à faire. Et j'en suis extrêmement heureux. En fait, j'avais déjà poussé cette frontière de la vidéo dans l'espace. J'avais envie vraiment d'arriver à quelque chose de beaucoup plus minimaliste et d'utiliser uniquement de la lumière et non plus de la vidéo, et de voir si on pouvait rigoler avec de la lumière. Donc ici, en fait, je vais m'inspirer des premières machines d'animation qui utilisaient la rotation et la persistance rétinienne pour nous faire croire à quelque chose qui bouge. Vous avez déjà vu des phénakitiscopes, zootropes et compagnie, qui consistent à avoir un objet qui tourne. En général, c'est un cheval ou je ne sais quoi. On a une vingtaine d'illustrations, des miroirs ou des volets, et on a l'impression que le cheval bouge. C'est absolument merveilleux.
Ici, c'est exactement le même principe, sauf qu'on a en fait 6 lasers qui pointent vers le haut en rotation et de la brume d'eau, donc qui est créée dans ces gros bocaux ici, projetée vers le haut. Et là, en fait, contrairement à d'autres installations d'art numérique, là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un instrument de lumière. J'assume pas du tout le côté kitsch de la phrase. Mais comme un instrument de musique, en fait, on va vraiment jouer une partition. C'est pas une machine automatique. J'ai un certain nombre de contrôles qui sont si les lasers clignotent ou pas, à quelle vitesse ils vont, comment ils clignotent, s'il y a plus ou moins d'air. Et là, ça peut vraiment permettre de créer des partitions de lumière, comme on crée une partition de musique, tout simplement. Et je m'amuse comme un petit fou avec ça. Donc je l'ai fini l'année dernière. Et elle est aussi exposée à Nantes. Elle était à Grenoble il n'y a pas longtemps. Et toujours, évidemment, on reste sur la même esthétique, puisqu'on est sur la même thématique. Toujours cette volonté, effectivement, de voir toute la machine. La machine nous montre un peu ce qu'elle a raconté. Ça ressemble à ça. Alors je suis très très triste parce que la vidéo, je l'ai tournée quand j'avais fini le prototype. Donc l'effet n'est pas génial. Maintenant, j'arrive à des choses beaucoup plus intéressantes. En fait, c'est quasiment impossible à filmer parce qu'évidemment, nous, on arrive la persistance rétinienne, en fait, à partir de 24 images secondes, on se fait super facilement avoir par nos yeux parce que le cerveau va absolument recomposer ce qui se passe, ce qui n'est pas le cas des caméras. Donc, en fait, le hachage que vous voyez, c'est dû au nombre d'images par seconde et c'est extrêmement complexe parce que soit je descends, si vous voulez, l'ouverture de diaphragme et là, j'ai quelque chose de trop lent, on voit plus ce qui se passe dans la vraie vie et si j'accélère, j'ai ce problème-là. Donc très chiant à filmer, bienvenue dans mon monde. Et finalement, une dernière installation qui va un peu compléter cette idée, qui va revenir vraiment à de la fumée et non plus à de la brume, qu'on est obligé d'enfermer. Ça faisait longtemps que je n'avais pas travaillé avec des danseurs. J'avais vraiment envie de recommencer à travailler là-dedans. Et ça, c'est une collaboration avec la compagnie Ludo. Compagnie Lieu au Carré, qui est basée à Strasbourg. Et on avait pu, donc avec Lucille Rimbert, qui est chorégraphe, elle avait vraiment briefé un performeur pour aller dans cette boîte géante qui fait 2,5 m par 2,5 m par 1,5 m de long. Et on a construit à deux cette espèce de scénario qui dure 10 minutes où la lumière va venir jouer avec le performeur, l'interprète. Et voilà, on arrive encore à autre chose quand on vient confronter ce monde graphique à, évidemment, une personne vivante. Et ces formats, j'aime beaucoup, c'est des formats qu'on appelle les entresorts. On est sur du 10 minutes max, et on est sur des jauges publiques qui sont de 20-30 personnes. Donc en fait, on fait 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, et ça permet d'avoir des jauges hyper intimes. On a vraiment relativement peu de gens devant nous. Pour l'info, logiciel, c'était le premier boulot que je faisais avec Touch Designer, qui est assez rigolo à utiliser. Et encore le retour de Mister Yacine Ciuda. Ça, c'est une des choses les plus récentes et que je suis très heureux de porter en ce moment. Donc en fait, ça a commencé par se dire avec Yacine... on va se prendre 3 heures chaque semaine pour aller bidouiller de la vidéo et de l'audio parce qu'on aime ça tous les deux. Et Yacine met dans mon agenda un rendez-vous Pixel Punk. Et je lui dis ouais, c'est cool, mais en fait on fait aussi de l'analogique, donc il faudrait qu'on trouve un autre nom de rendez-vous. Et on se dit on a qu'à l'appeler Plasma Punk. Et puis c'est resté. Voilà. Et ça se passe ici en fait dans le grenier qui est à côté. Et régulièrement on fait des jams audio et vidéo. L'idée, c'est vraiment de rester dans cette immédiateté de la chose, ce côté punk évidemment, et vraiment d'expérimenter avec la vidéo et le son avec n'importe quel niveau, et vraiment de porter ça, qu'on ait un format qui va devenir autre chose plus tard, on n'en sait rien, mais qui va permettre à d'autres gens d'expérimenter ces choses-là et qu'on s'amuse tous ensemble et que la vie soit absolument merveilleuse. Et donc, on a quand même pu
outre notre petite jam, on s'amusait à faire un petit live, histoire de... Parce que finalement, on est sur des artistes qui n'ont pas forcément des captations de qualité. Donc là, l'idée, c'était d'inviter quelques amis, de s'amuser pendant un soir, et surtout de proposer un peu des captas sympas à des artistes qui n'en ont pas forcément. Donc c'était un peu la première évolution de ce projet Plasma Punk, ça s'appelle Plasma Live. Et là, voilà, on a pu avoir Rémi qui nous a fait un super live vidéo et audio en même temps. Ici, vous voyez Eric Schlappi et justement la personne dont je vous parlais tout à l'heure, donc Eric Schlappi qui fait du synthétiseur modulaire audio, et Bastien Lavaux, donc Syntony, qui a, alors on voit rien parce qu'il fait nuit, mais son super synthétiseur vidéo. Du coup, c'est assez exceptionnel. Voilà un peu l'idée. Et très rapidement, pour voilà, je vais pas épiloguer là-dessus, mais les outils que j'utilise encore maintenant. Arduino reste il y a plein de cartes électroniques dans la vie. D'ailleurs, j'ai fait un site qui s'appelle cartemagique.fr qui les répertorie si ça vous intéresse. Il n'y a pas toutes les cartes, mais il y a des cartes un peu intéressantes. Malgré que plein de choses existent maintenant, je trouve qu'Arduino ça reste super parce que c'est cheap, on peut faire plein de choses. La moitié du temps ça marche pas, mais c'est ça qui fait toute la beauté de la chose. Et je suis très heureux d'être le papa du Grosduino, qui est peut-être un des plus gros Arduino qui existe et qui est fonctionnel. Voilà. Il y a marqué Made in France à l'intérieur. Oh, ça s'est décalé, ça devait être beaucoup plus haut. Bon bref, typiquement une illustration d'Arduino, des projets que j'ai pas trop montrés, qui sont vraiment entre l'art et le pro, où ma réponse à la VR et la R et tout ce genre de trucs, c'était d'aller beaucoup plus loin et de faire des ultra simulateurs qui vous permettent par exemple d'incarner une licorne dans Robot Unicorn Attack. Et donc là, en fait, c'est tout simplement des contrôleurs de jeux vidéo détournés, où plutôt que de jouer avec une manette ou un clavier, ici, il faut crier dans le casque pour faire sauter la licorne et mettre des coups de corne pour faire des turbos. Voilà, on a aussi un jeu de vélo où il faut pédaler, mettre des coups de sonnette pour éviter des pics à glace. J'ai aucun talent en game design, du coup, j'ai repris des jeux existants. Je vous conseille le jeu Robot Unicorn Attack, absolument, qui a la pire bande-son de l'univers. Elle est absolument géniale. Donc ce que vous avez vu tout à l'heure, en fait, ce qui m'a permis donc vraiment sur le côté technique de faire ce genre de choses, c'est en fait globalement quand on fait du glitch, on a une source vidéo qui est quand on fait du glitch traditionnel, une VHS, une caméra, etc. On va récupérer ce signal, le mettre dans l'ordinateur ou directement dans le vidéoprojecteur et on a notre glitch. Ce que je fais d'assez particulier et d'assez hérétique, c'est qu'en fait, j'utilise le logiciel Resolume, on en a parlé tout à l'heure, j'envoie une vidéo. En fait, la vidéo de mon ordinateur va passer dans la machine à glitch et re-rentrer dans mon propre ordinateur, ce qui me permet en fait de diffuser 2 fois le visuel, en fait en propre et en pas propre. Et je vous raconte pas le principe de la chroma key, hein, donc le fond vert. Ici, avec des vêtements de couleur, ça peut nous permettre, entre autres, de reprojeter la même image et de mélanger une image propre et pas propre. Pareil, hein, toujours dans cette recherche de l'immédiateté, je fais plein d'expériences là. En faisant ce genre de visuel avec tout simplement un laser comme ça qui va tourner avec un moteur dans un aquarium. On filme ça avec une webcam et on peut le mélanger avec d'autres choses pour faire des trucs rigolos. Et aussi cette question du génératif où, vous savez, il y a toujours, moi je suis hyper jaloux de ces artistes numériques ou ces designers qui disent oui, il y a 10 ans j'ai découvert Processing, maintenant je fais des trucs de fou. Il y a 10 ans j'ai découvert Processing, je suis toujours nul. Je suis vraiment comme ça quoi. Et donc c'est vraiment une question où outre le fait que je sois nul, Touch Designer m'a quand même apporté autre chose, donc on en a parlé, on l'a évoqué tout à l'heure. C'est du programmation nodale hein, qui permet de sortir un peu du code ligne par ligne et de parler un peu plus aux gens qui ont pas trop cet esprit. Mais outre cette question-là, il y a aussi un truc très propre du génératif qui est très sorti d'usine, quoi. Donc pour moi, c'est toujours... en fait, je cherche, si vous le trouvez par l'aimant, vraiment le soft parfait, qui va un peu faire la jonction entre tous ces univers, des trucs très geeky, très code. Là où en fait, quand vous avez des logiciels faits pour les designers ou les artistes qui comprennent rien, c'est vraiment très cheap, quoi. En fait, on a 3 contrôles, tout le monde fait la même chose, c'est pas très intéressant. Et moi, voilà, c'est peut-être mon prochain truc de trouver le soft parfait qui va entre tout ça. Bref, j'ai beaucoup parlé. En conclusion, moi j'en suis vraiment toujours à ce stade-là et c'est tellement beau. Enfin, je trouve ça très important. Moi je suis vraiment dans la recherche empirique de
de créer les choses petit à petit, de voir ce qui se passe et de faire absolument n'importe quoi et de laisser la sérendipité ou je ne sais quoi nous apporter des belles choses dans la vie. Mais le problème de ça, c'est que, comme vous l'avez vu, j'évolue dans différents univers. Et c'est hyper intéressant parce qu'on a évoqué sur la petite table ronde d'avant la question de communauté, où moi j'ai rencontré très tardivement des communautés où en fait je me suis quand même fait chier tout seul pendant très longtemps et sans connaître ce qu'étaient les makers, ce qu'était le VJ, etc. Et finalement ça a été hyper bien parce que j'ai le fait d'être dans tous ces univers. Ah non, ça j'y viendrai après. Ouais, non, j'y viendrai après. C'est d'être hyper naïf et finalement de ne pas connaître les codes et de faire n'importe quoi. Et ça, finalement, c'est une faiblesse, mais c'est aussi une grande force parce qu'on n'est pas emprisonné dans des codes préexistants. Moi, j'ai découvert dans mon coin, voilà, je m'embêtais un peu, quoi. Mais ça m'a permis vraiment de casser les codes, puis de rencontrer des gens après et de comprendre qu'il y avait des choses qui marchent dans la vie, comme brancher un câble HDMI derrière son écran, tout ça. Mais en tout cas, voilà, ça m'a permis d'avoir, même si c'était parfois un peu dur, voire souvent, ça m'a permis de conserver ce côté-là. Donc ça, c'est la grosse question, hein, parce que c'est rigolo de parler d'art, je vais pas m'épiloguer dessus, mais évidemment, comment on paye le loyer. Moi, actuellement, j'enseigne à l'école de design de Villefontaine, qui est une super chouette école, une super pas chouette ville, par contre, c'est vraiment paumé. Et donc, dans ce qui s'appelle le DNMAT numérique, dont le DNMAT, c'est en fait les nouveaux BTS pour le design, c'est en 3 ans maintenant. Et je suis très heureux parce qu'avec les différents professeurs qui sont là, on leur apprend vraiment ce genre de choses. Pareil, hein, la question était évoquée que dans l'enseignement, il y avait vraiment quelques modules Arduino, mapping et tout. Nous, on essaie vraiment que tous ces outils numériques viennent au cœur d'une formation pour le coup design, mais en tout cas qu'on aille vraiment vers des choses plus rigolotes, quoi. Et donc, en gros, je donne des cours, je fabrique des objets interactifs. Et voilà. Et après, je dépense tout mon argent pour faire des installations d'art numérique parce que j'autofinance mes machines en général, ce qui n'est pas l'idée la plus intelligente. Mais en fait, j'avais pas trop le choix, je l'ai toujours pas, parce qu'en fait, sans notoriété ou sans rien à montrer, bonne chance pour avoir des subs. Et finalement, même si ma production artistique me coûte plus que ce qu'elle me rapporte, en fait, beaucoup de gens, de mes clients qui me rapportent de l'argent pour le coup, sont venus me chercher pour ce côté-là. Donc finalement, c'est un cercle assez vertueux qui se crée, où je crée des choses qui me rapportent rien, mais ça intéresse des gens pour des projets qui permettent de financer son loyer, typiquement. Donc bref, je conclurai là-dessus, de garder vraiment ce côté naïf, qui est à la fois un point faible, mais aussi voilà, ce gros point fort. Les frontières, c'est moins bien dans tout type de phrase, mais c'est pas le sujet. Mais voilà, je trouve que ces frontières entre les disciplines artistiques, c'est hyper dur. Moi, j'ai été très bien accueilli dans certaines communautés, donc les makers, typiquement la communauté de l'art contemporain, ils me regardaient d'un air un peu étrange. Et alors que c'est complètement idiot, tout ça se mélange et c'est ça qui fait la richesse de certains projets. Donc vraiment de ne pas rester dans des cases et d'aller expérimenter partout, c'est ça qui rend les choses chouettes. Et toujours, faites des choses sans rien y connaître. En fait, on peut faire des choses magnifiques. Finalement, la plupart des gens qui sont experts dans un domaine ne font pas les choses les plus cool. Je dis pas faire les choses les plus cool, loin de là. Mais en tout cas, je trouve que les projets souvent les plus créatifs vont être ceux qui sont pas faits par des experts, parce que les experts vont se passionner par la technique, ce qui est bien pour autre chose, mais ce qui n'est pas forcément le plus novateur en général. Et évidemment, restons punk. Alors, on n'est pas obligé d'avoir des Doc Martens, hein, mais l'idée, c'est vraiment pour moi, l'essence du punk, c'est vraiment de garder ce qu'il y a dans ce mouvement, c'est cette immédiateté, de ne pas se poser de questions, et aussi d'être dans une forme de création où on est empirique, on ne sait pas faire grand-chose, on y va. Et pour moi, s'il doit rester quelque chose du punk, c'est ça, clairement, d'aller bidouiller avec que dalle, et puis de se marrer, quoi. Voilà. Ce sera tout, merci. Oh, c'était un peu long, hein. Je sais pas s'il y a une partie question ou pas. Ouais, je sais pas s'il y a des questions. Ouais, moi non plus. Non, mais en fait, c'est marrant parce que je saurais même pas le définir. Tu vas passer on m'a dit de répéter dans le micro, vas-y. je répète dans le micro, excuse-moi. En fait, tu as passé une annonce
Et tu cherchais le soft parfait et plus si affinité. Non, mais du coup, j'ai pas trop compris ce que t'attendais d'un soft. Bah, en fait, c'est assez. Alors, je pense que je cherche les softs parfaits aussi. Euh, mais peut-être ce qui s'en rapproche le plus, c'est encore une fois grâce à Yacine, quelle star cette personne. J'ai découvert ModeV, qui est assez marrant parce qu'il permet de générer tout un tas de visuels hyper facilement. C'est tout porté par du web, donc c'est que du JS direct, c'est la teuf. Donc tu peux générer plein de visuels rapidement sans rien y connaître. Tu peux aussi coder tes propres trucs en JS, ce qui va satisfaire plein de gens. Et tu vas avoir aussi ce grain qui va pas forcément être lié au génératif, mais pour le coup, celui-là, je le trouve assez limité. Et c'est vrai que ce soft, je sais pas encore très le définir, mais j'ai l'impression vraiment toujours qu'il y a un gap assez dingue entre des softs qui sont fabuleux, mais qui demandent d'y passer des centaines d'heures, et le truc tout pété, tu vois, où tu as vraiment génère des carrés, tu vois, où voilà, tu vas faire 3 réglages avec 3 petits potards qui vont te permettre de changer un peu. Et je sais pas, c'est un sentiment qui manque, qui a un trou, tu vois, entre ces deux trucs-là. Voilà, c'est un sentiment personnel, mais j'ai cette impression-là, tu vois, où en fait qu'on puisse dépasser le stade de l'initiation avec certaines personnes et dire tu vas pouvoir mettre un premier pas, où en général, voilà, les gens, tu leur parles de tout ce qui est génératif, etc. Tu sais, ils mettent un pied sur la planche et après tu as une planche fine de 25 mètres avec un fossé de 50 en dessous, quoi, tu vois. Et j'aimerais qu'il y ait quelque chose entre les deux, tu vois. Peut-être que Touch Designer commence à remplir ce rôle, mais pareil, c'est aussi... Enfin, prendre toutes les boîtes par cœur, ça prend du temps, quoi. Dans quelques mois, dans quelques années, tu seras où? C'est une très bonne question. Dans l'univers parallèle. Non, alors je sais pas si je serai loin parce que mes machines prennent tellement de temps à faire. J'en ai pas parlé, mais en général, ça me prend j'ai entre 2 et 4 ans pour faire une machine. Moi, clairement, on va pas se mentir, dans mon travail rémunérateur, j'ai réussi d'une part à vraiment éjecter tout ce qui m'amusait pas et ce qui n'était pas des clients, on va dire, clean. Donc maintenant, j'arrive vraiment à travailler dans la culture, dans l'éducation, etc., ce qui me plaît énormément. Dans quelques années, peut-être mettre plus d'importance dans mon travail artistique, qui est vraiment le cœur, enfin ce qui m'anime complètement, ce qui est plus la raison de vivre, clairement. Donc voilà, peut-être dans une direction assez similaire, mais avec plus de temps pour faire des machines improbables, plus folles. Je pense que j'ai encore des choses à jouer dans la brume. Peut-être ce sera un triptyque, j'en ai une autre en tête là. Peut-être ça ira plus loin. J'ai d'autres... évidemment d'autres directions qui me posent des questions en ce moment, vers lesquelles j'ai envie d'aller. Donc voilà, c'est une bonne question. Mais voilà les quelques pistes qui se tirent. Est-ce que j'ai droit à une autre question? Yacine? Il a le droit? Oui, oui. Allez. Il y a des gens qui se tournent de plus en plus vers des choses polymorphes. Est-ce que c'est une piste qui t'intéresse? Est-ce que c'est pas déjà polymorphe? Je sais pas. Plus aller plus loin, plus grand, avec d'autres, associer d'autres technologies, d'autres gens, d'autres approches, d'autres histoires. Bah alors après, évidemment, moi j'adore travailler avec des gens, mais en fait c'est toujours une question de temps. Donc je suis toujours très partagé entre le besoin de faire avancer mes recherches personnelles et l'envie de collaborer avec des gens où c'est aussi parfois très compliqué hein, avec les égos artistiques, etc. de chacun. Mais aussi typiquement, j'ai pas la dimension que j'ai envie d'explorer, mais pour laquelle j'ai pas de réponse. C'est tout ce qui est évidemment lié, quand on parle de réalité augmentée, virtuelle, etc. J'aimerais trouver une vision low-tech de tout ça, où je la présente un peu de cette manière, mais à la fois ce monde-là me repousse, mais il se passe des choses dedans, donc ce serait bête de l'ignorer également. Mais actuellement, ce qui s'y passe, pour moi, correspond pas à mes attentes. Peut-être qu'un jour, je fouillerai là-dedans, et je mélangerai aussi mes machines-là, mais en tout cas, ce que j'ai envie de porter actuellement, quelle que soit la forme que ça prend, c'est vraiment de recréer ces sensations qu'on peut ressentir dans un univers parallèle, dans le nôtre, où en fait, tout simplement, on prouve que notre réalité, si on peut l'appeler comme ça, peut se comporter de manière complètement différente et finalement nous faire basculer sans avoir besoin de technologie hyper poussée pour ça, quoi. Je sais pas si, je crois que j'ai répondu un peu à côté. Eh bien, merci.